Bonjour, bienvenue à cette présentation pour le lancement du guide pratique concernant la maladie artérielle périphérique. Mon nom est Geneviève David, je suis la vice-présidente de du CA de la Fondation canadienne pour la santé vasculaire. C'est la Fondation qui a mis sur pied, en fait, ce guide à l'attention des patients. Alors aujourd'hui, pour présenter le guide, c'est une des 4 vidéos qui va présenter le guide. Alors aujourd'hui, ça va être la thématique médication et chirurgie de la MAP. Alors j'espère que ça va vous intéresser également à consulter les autres vidéos concernant ce lancement. Alors, ce que je vous propose comme présentation avec Jean-Pascal qui nous fera un survol du guide. Par la suite, on va enchaîner avec Xavier Omry-Boucher qui va nous présenter plus spécifiquement une partie du guide qui va être la médication et ou la chirurgie entourant la maladie artérielle périphérique. Et on terminera par une période d'échange. J'aurai quelques questions pour Xavier. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Jean-Pascal qui vous présentera de manière plus générale le guide. Alors, bonjour tout le monde. Bien heureux d'être avec vous pour ce 4e et dernier webinaire d'une série sur la maladie artérielle périphérique. Je m'appelle Jean-Pascal Costa, je suis médecin interniste au CHUM et j'ai le mandat aujourd'hui de vous présenter notre magnifique guide. Et par la suite, je laisserai la parole à mon collègue qui vous entretiendra sur les différents traitements. Donc, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le guide? Alors, nous sommes partis d'un constat qui est le suivant, c'est-à-dire que la maladie artérielle périphérique est une maladie qui est peu connue du grand public, comparativement à d'autres maladies comme par exemple le diabète, les maladies cardiaques, cancer du sein, qui sont des maladies qu'on pourrait dire davantage médiatisées. Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour la MAP, même si il s'agit quand même d'une maladie relativement fréquente. Hein. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de 3 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de plus de 50 ans qui sont atteints de la maladie artérielle périphérique. Donc, nous avons identifié un besoin qui était le suivant, c'est-à-dire développer une information qui est à la fois fiable et claire, destinée aux patients ainsi qu'aux familles des patients, mais également aux professionnels de la santé qui prennent en charge les patients avec la MAP. Donc, il y a eu tout un processus là, dans la création du guide. Nous avons tout d'abord fait appel à un technopédagogue qui nous a beaucoup aidé et conseillé, autant sur le contenu que sur le contenant du guide. Et par la suite, nous avons fait appel à une graphiste qui, comme vous le verrez à travers le guide, a su donner vie là, au texte d'une très belle manière. Donc, la prochaine étape était de déterminer la table des matières, c'est-à-dire les différentes sections du guide. Et par la suite, nous avons fait appel à des autrices, des auteurs, des spécialistes dans leur domaine afin de rédiger là, les différentes sections du guide. Et nous leur avons lancé un défi. Le défi était le suivant, c'est-à-dire de fournir une information la plus vulgarisée possible, ce qui n'est pas toujours facile à faire, là, surtout quand on est dans des domaines bien précis, mais je dois vous avouer qu'ils ont tous relevé le défi avec brio. Je vous montre ici, en fait, notre table des matières, les différentes sections du guide. Rapidement, donc, on voit la première section qui est une section plus d'introduction. La deuxième section qui est une section qu'on appellerait dans notre jargon la physiopathologie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les jambes? On aborde par la suite les facteurs de risque. Ensuite de ça, on aborde le diagnostic. Le 5e chapitre, très intéressant, c'est l'influence qu'a la maladie sur la vie de tous les jours. Donc, nous avons fait appel à des psychologues pour cette section. L'autre section, c'est les traitements qui seront abordés là, dans le webinaire actuellement, donc notamment les médicaments, les interventions chirurgicales. Et puis, le 7e chapitre, c'est également des traitements, mais plutôt, par exemple, des programmes d'exercice de marche. Et puis, finalement, dans le 8e chapitre, on vous fournit une série d'outils là, que vous pouvez utiliser. Donc, je vous présente ici, en fait, l'équipe, les rédacteurs, rédactrices du guide, pour vous montrer, en fait, que c'est une équipe multidisciplinaire, donc des gens qui proviennent de plusieurs domaines. On a, entre autres,
des résidents ici en médecine interne générale. On a aussi des résidents en radiologie, des psychologues, comme je vous ai dit un peu plus tôt, des chirurgiens vasculaires, des résidents en chirurgie vasculaire, des cardiologues, ainsi que des kinésiologues. Donc, au total, là, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui ont contribué à l'élaboration du guide. J'en profite pour remercier nos réviseurs, qui sont des gens pas nécessairement dans le domaine de la santé, mais qui ont pris le temps de lire le guide, de nous faire des commentaires. J'en profite aussi pour remercier la compagnie Bayer Canada, qui, grâce à des dons substantiels, nous ont permis de développer ce guide. Nous avons reçu aussi d'autres dons là, provenant de familles canadiennes ou d'institutions canadiennes. Je vous avais parlé un peu plus tôt là, de notre technopédagogue, c'est M. Gabriel Dumouchel. Et finalement, Christine Saint-Onge, qui est notre graphiste, qui, comme vous pouvez le voir dans les images suivantes, a créé de toutes pièces de magnifiques illustrations pour venir appuyer notre texte. Donc, voici d'ailleurs la mise en page du guide, comme vous pouvez voir, un guide qui est facile à lire, très imagé. Donc, voici d'autres pages du guide. Et puis, ça m'amène à vous présenter notre ami Tim. Alors, Tim est un sympathique personnage qui a à cœur sa santé et qui aime bien lorsque les choses sont simples et concises. Donc, c'est pour cette raison que si vous avez un peu moins de temps pour lire le guide, ben, vous avez qu'à demander à notre ami Tim qui se fera un plaisir de vous résumer l'essentiel de ce que vous devez savoir dans chacune des sections. Donc, sur ce, je me joins à notre ami Tim pour vous souhaiter une excellente lecture. Donc, bonjour, mon nom c'est Xavier Aumery-Boucher. Je suis médecin résident en chirurgie vasculaire à l'Université de Montréal. Ma présentation va porter là, sur les modalités de traitement de la maladie artérielle périphérique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation-là. Puis je voulais commencer, là, comme Dr Costa l'a dit plus tôt, là, par vous mentionner qu'il y a plusieurs capsules qui sont complémentaires à celles-ci qui vont être disponibles sur les plateformes de la Fondation, entre autres sur le YouTube. Qui vont porter là, sur la présentation générale de la maladie artérielle périphérique, le diagnostic et l'activité physique. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, là, je vous invite à aller consulter ces capsules-là. Je voulais commencer en vous parlant de l'évolution naturelle de la maladie périphérique. Quand je dis évolution naturelle, c'est l'évolution sans les méthodes de traitement dont je vais vous parler. Donc, plusieurs études là, parlent d'un suivi à 5 ans des patients qui ont été diagnostiqués avec une maladie périphérique. Donc, on voit que 50 à 75% des gens vont présenter une condition qui va être stable ou même qui va s'améliorer, ce qui est la majorité des gens. Par contre, 25% vont avoir une progression des symptômes, donc par exemple une détérioration de la distance de marche sans douleur. 5 à 25% vont avoir besoin d'une intervention thérapeutique. Puis, il y a même 2 à 4% des gens qui vont avoir besoin d'une amputation majeure, là, étant donné que le sang ne se rend pas assez bien dans la jambe. Je vous ai mis un graphique là, à droite qui montre les différents facteurs de risque de développer la maladie périphérique. Puis, je trouvais ça intéressant de vous montrer l'ordre de grandeur de chacun de ces facteurs de risque-là. Donc, on voit que la cigarette et le diabète là, sont les 2 facteurs de risque les plus importants qui donnent des chances de 3 à 4 fois plus élevées que quelqu'un qui n'aurait pas ces facteurs de risque-là. Je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'il y a des facteurs de risque qui sont non modifiables. Par exemple, être un homme, être plus âgé, mais il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut jouer. C'est le tabagisme, le diabète, l'hypertension, puis même la dyslipidémie, là, qui est le taux de cholestérol dans le sang, sur lesquels on peut jouer soit avec des médicaments ou en modifiant les habitudes de vie. Donc, j'insiste là, sur le fait que le tabagisme et le diabète sont les 2 principaux sur lesquels on peut jouer pour améliorer notre santé vasculaire. Donc, le traitement médical, là, qui est je rentre là-dedans, tout ce qui n'est pas le traitement chirurgical. Il y a un volet plus habitude de vie, un volet qu'on peut jouer avec des médicaments. Je vais passer là, un à la suite de l'autre dans les prochaines diapositives. Je commence par l'arrêt tabagique. Donc, pour ceux qui fument, qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer, savent que c'est très difficile, puis ça prend parfois plusieurs essais avant de pouvoir réussir à arrêter. Puis, il y a aussi des méthodes pharmacologiques qu'on appelle qui peuvent aider à arrêter de fumer. Il y a entre autres là, les produits nicotiniques qu'on connaît bien,
Sinon, il y a des médicaments qu'on peut utiliser. Dans le tableau que je vous ai mis ici, ce que je veux vous montrer, c'est lesquelles de ces méthodes-là sont les plus efficaces. Donc, dans la colonne de droite, on peut voir le taux d'abstinence après avoir essayé cette méthode-là. Donc, c'est le pourcentage de personnes qui ont réussi à arrêter de fumer avec cette méthode-là. Donc, on voit dans le tableau que la plus efficace, c'est les patchs de nicotine combinés avec soit une gomme ou un inhalateur de nicotine. Donc, les patchs, c'est quelque chose qui est connu, là, qui sert à garder un niveau de nicotine là, chez le patient qui fume, étant donné que son corps est habitué à ça. Mais cette patch-là ne contrôle pas les envies pressantes de fumer, là, les cravings qu'on appelle aussi. Donc, c'est là où la gomme ou le spray vient aider à contrôler ces envies-là. Il y a aussi, là, en haut du tableau, on voit la varénicline que vous connaissez peut-être sous le nom de Champix, qui est aussi une méthode efficace. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien qui va pouvoir vous aider là, à faire un choix dans ces différentes méthodes-là. Ensuite, le contrôle du diabète et de l'hypertension, c'est aussi quelque chose qui est très important pour ceux qui ont ces maladies-là associées à la maladie périphérique parce que, comme on a vu, ces maladies-là peuvent empirer là, la maladie qu'on a développée. Ça peut faire que la maladie progresse. Donc, les cibles du diabète et de l'hypertension, je vous les ai mis là. Je ne rentre pas dans le détail de ces maladies-là, étant donné que le traitement est complexe, peut nécessiter plusieurs médicaments et aussi un suivi là, avec votre médecin. Donc, le diabète, ce que votre médecin va surveiller, c'est l'hémoglobine glyquée dans le sang. Ça, ce que c'est une prise de sang qui va montrer un reflet là, des derniers mois. Ça va donner à peu près la moyenne de la glycémie dans le sang. Pour ceux à la maison là, qui surveillent leur glycémie en se piquant au doigt, ça équivaut à peu près à 8,6 la valeur. Fait que ça peut parfois être plus élevé, parfois moins élevé, mais ce qu'on vise, là, c'est 8,6 et moins. Même chose pour l'hypertension. Les valeurs qu'on cible sont en bas de 140 pour la valeur systolique, en bas de 90 pour la valeur diastolique, qui est la moins élevée. Si vous surveillez là, votre glycémie, votre hypertension à la maison, puis vous voyez que vos chiffres sont plus élevés que ces valeurs-là, bien, je vous invite à en parler à votre médecin qui va pouvoir ajuster là, le traitement selon les chiffres que vous allez lui apporter. Ensuite, il y a le contrôle de la dyslipidémie. Alors, comme je l'ai dit, c'est le cholestérol dans le sang. C'est important de contrôler ce facteur de risque-là, étant donné qu'il joue sur toute la santé cardiovasculaire globale. Autrement dit, si le taux de cholestérol est élevé dans le sang, bien, ça apporte plus de risques là, pour tout ce qui est les maladies cardiaques, les AVC, mais aussi la maladie périphérique. Donc, en plus, les changements d'habitude de vie, faire plus d'activité physique, par exemple, ou changer sa diète pour manger mieux. La médication qu'on utilise en première ligne, c'est des statines. Alors, ce que ça fait, les statines, ça améliore le bilan lipidique dans le sang en diminuant le mauvais cholestérol et en augmentant le bon cholestérol. Donc, ça optimise le cholestérol pour améliorer la santé cardiovasculaire globale. Mais aussi, dans plusieurs études, on voit que pour la maladie périphérique spécifiquement, ça a tendance à faire stabiliser ou même voire faire régresser la maladie périphérique. En plus que les patients qui utilisent la statine voient qu'il y a une augmentation de la distance de marche sans douleur. Alors, indépendamment de l'amélioration du bilan lipidique, on voit des effets bénéfiques sur les symptômes de la maladie artérielle périphérique. Un autre médicament qu'on utilise là, chez pratiquement toutes les personnes qui développent la maladie périphérique, c'est un traitement antiplaquettaire. Alors, les médicaments qui sont utilisés, c'est principalement l'aspirine et le clopidogrel, qui est aussi appelé le Plavix. Cette médication-là va servir essentiellement à prévenir les risques cardiovasculaires, donc comme j'ai mentionné, l'infarctus, les AVC et même la mortalité. Donc, c'est des médicaments là, qui servent essentiellement à prévenir les événements cardiovasculaires. Il y a aussi des études récentes qui ont démontré qu'il pourrait y avoir un intérêt à utiliser des petites doses de rivaroxaban, qui est un anticoagulant, là aussi pour prévenir le risque cardiovasculaire. Donc, ça préviendrait aussi les infarctus, les AVC, mais aussi là, les risques d'ischémie aiguë du membre inférieur et les risques d'amputation majeure.
les effets les plus bénéfiques qu'on voit de ce médicament-là, c'est chez les patients bien sélectionnés, là, soit ceux qui ont aussi de la maladie cardiaque associée à leur maladie périphérique ou ceux qui ont été déjà revascularisés, c'est-à-dire qui ont eu une intervention pour traiter leur maladie et qui ont récidivé, par exemple, qui ont eu un retour des symptômes là, de la maladie. Le dernier volet du traitement plutôt médical, c'est l'exercice physique. Il y a déjà une capsule sur ce sujet-là que je vous invite à consulter là, pour plus d'informations, mais je me devais d'en parler quand même dans ma présentation, étant donné que c'est le traitement le meilleur pour traiter la maladie périphérique. C'est celui qui a le plus d'effet sur les symptômes. Donc, comment ça fonctionne exactement? Pourquoi ça aide la maladie? Premièrement, il y a la formation de vaisseaux collatéraux. Donc, c'est l'image que je vous ai montrée ici. Alors, dans l'image A, on voit que c'est un vaisseau qui est sain, qui n'a pas de blocage, le sang circule bien. Dans les images B et C, on voit qu'il y a une sténose, un rétrécissement de l'artère qui s'installe, puis même un blocage complet. Alors, les petites branches qu'on voyait à l'image A vont naturellement là, aller se connecter pour former ces vaisseaux-là collatéraux qui amènent le sang au-delà du blocage. Ensuite, les cellules musculaires ont des modifications quand ils ont moins d'oxygène, moins de sang qui se rendent, qui fait qu'ils sont capables de mieux fonctionner avec ce manque d'oxygène-là. Donc, autrement dit, le corps s'habitue au manque d'oxygène, puis les symptômes vont diminuer lorsqu'on fait de l'exercice physique. L'autre effet bénéfice de l'exercice physique, c'est le contrôle des facteurs de risque. Donc, l'exercice physique va jouer à peu près sur tous les facteurs que je vous ai déjà mentionnés. Ça va aider à mieux contrôler la pression artérielle, mieux contrôler le diabète, puis mieux contrôler le cholestérol dans le sang. Ce qui est suggéré, c'est la marche. Il y en a qui préfèrent faire du vélo stationnaire, par exemple, de l'elliptique, ces autres choses-là. Ça peut aider, mais ce qui est vraiment démontré comme étant le plus efficace, c'est la marche. Ce qui est recommandé de faire, c'est environ de 3 à 5 fois par semaine. On peut débuter là, autour de 30 minutes, 35 minutes, puis augmenter graduellement pour faire des séances de 50 minutes. Mais ce qui est le plus important lorsqu'on marche pour aider notre maladie périphérique, c'est de ne pas avoir peur de la douleur. En fait, il faut se rendre jusqu'à la douleur. Il faut marcher jusqu'à temps d'avoir une douleur au moins modérée. Puis, à ce moment-là, on s'arrête, on prend le temps qu'il faut, on prend une pause. Puis, quand la douleur est disparue, on se remet à marcher. Donc, ce qui va aider le plus, c'est vraiment de faire ces cycles-là où on se rend jusqu'à la douleur, on arrête, puis on recommence. Encore une fois, là, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'activité physique pour en savoir plus à ce sujet-là. Ensuite, le traitement chirurgical, je vais faire un bref survol là, parce qu'il y a plusieurs interventions possibles, plusieurs interventions. Donc, les différentes approches qui sont possibles, c'est l'approche endovasculaire pour commencer. Ça, ce que c'est une approche où on va piquer une artère, c'est souvent dans les aines ou dans les bras pour faire un accès au réseau artériel. Un coup qu'on a notre accès, on utilise des petits guides, des petits cathéters pour aller ouvrir les artères avec des ballons ou mettre des stents. C'est un peu le même genre d'intervention que la coronarographie qui, elle, est pour aller voir les artères au niveau du cœur. Il y a aussi l'approche ouverte, qui est la chirurgie plutôt conventionnelle, là, où on utilise le scalpel, on fait des ouvertures pour aller exposer les artères et faire l'intervention directement sur l'artère. Puis, il y a l'approche hybride, qui est une combinaison de ces deux approches-là, où on va accéder à l'artère en chirurgie ouverte. Puis, à partir de notre accès, on va aller faire nos traitements endovasculaires pour aller traiter des sténoses, des rétrécissements de l'artère plus haut ou plus bas. La décision d'y aller vers une approche endovasculaire ou une approche ouverte, c'est principalement la localisation des lésions. Les lésions, c'est les rétrécissements dans les artères. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres à approcher d'une façon ou d'une autre. Il y a la présence de conduits veineux. Ce que je veux dire par là, c'est que la chirurgie ouverte, un des grands aspects, là, c'est de faire des pontages. Les pontages, c'est des voies de contournement du blocage. On amène du sang d'une artère saine vers l'artère qui est plus bas que le blocage. Donc, on aime bien utiliser les veines pour faire ces conduits-là. On peut aussi utiliser des produits synthétiques. Mais c'est quelque chose qui va faire partie de la décision là, pour choisir l'une ou l'autre des méthodes. Ensuite, il y a l'âge, les comorbidités de la personne. Donc,
certaines maladies font en sorte que les risques associés à une intervention sont plus élevés, les risques cardiovasculaires ou les risques pulmonaires. L'état de santé du patient va faire partie de la décision. Ce qu'on fait en approche endovasculaire, il y a deux principales méthodes, l'angioplastie par ballon, puis la pose de stent. L'angioplastie par ballon, c'est ce que vous voyez ici, là. C'est qu'on met un cathéter qui est un petit guide là, dans l'artère. Puis on voit là dans l'image qu'il y a de la plaque qui font que le vaisseau est plus petit, plus rétréci. On va utiliser un ballon pour aller accoler toute cette plaque-là sur les parois du vaisseau, puis l'ouvrir pour que le sang puisse circuler. Des fois, selon la lésion, selon le rétrécissement du vaisseau, on peut aussi utiliser des stents, qui est ce qu'on voit qui est sur le ballon, là, dans l'image du bas, le quadrillé. Alors, quand on va dégonfler ce ballon-là, le stent va rester en place, puis va laisser le sang passer encore une fois là, en gardant l'artère bien ouverte. Pour les approches ouvertes, il y a deux principales méthodes d'intervention. Il y a l'endartériectomie, qui est une chirurgie où on va aller trouver le vaisseau. On va simplement l'ouvrir puis enlever la plaque qui cause le rétrécissement du vaisseau, comme on voit dans l'image de gauche. Quand la plaque est enlevée, on referme tout simplement le vaisseau avec souvent une patch de matériel synthétique ou bien une patch faite à base de péricarde bovin. Dans l'image de droite, on voit l'autre méthode de chirurgie ouverte qui est plutôt un pontage, qui est ce que je vous expliquais plus tôt. Là, on voit l'artère qui est bouchée, qui a une occlusion. Puis, on voit qu'il y a un pontage qui a été fait, là, qui est la voie de contournement. Donc, comme je vous disais, ça peut être fait avec des tuyaux synthétiques ou des conduits veineux qu'on prélève là, directement, soit dans la même jambe, l'autre jambe ou même un bras. On peut prendre une veine pour aller faire cette voie de contournement-là. Alors, c'était le bref survol là, pour la médication, la chirurgie. Puis encore une fois, pour plus d'informations, je vous invite à aller voir là, le guide ou les autres capsules qui vont être disponibles sur les plateformes de la Fondation. Merci Xavier pour cette belle présentation en fait des différents traitements qui existent. J'avais quelques questions pour toi en fait. Parmi ces interventions thérapeutiques-là, un patient, il va se demander laquelle est le mieux approprié pour lui en fait. Parfois, ils peuvent s'imaginer plein de choses, peut-être davantage la chirurgie versus d'autres choses. Bref, quel est ton conseil? Effectivement, il y a plusieurs méthodes là, utilisées comme j'ai montré. Puis, ça peut être un peu mêlant, savoir qu'est-ce qui est le plus approprié pour une certaine personne. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est avoir une bonne discussion avec le chirurgien. Les choses à prendre en compte, là, premièrement, c'est de savoir est-ce que les différentes approches sont possibles dans mon cas. Certaines, comme j'ai dit, certaines lésions là, vont plutôt être traitées en chirurgie ouverte, en chirurgie endovasculaire. Parfois, il y a plusieurs réponses possibles. Chez certains patients, l'une ou l'autre des méthodes peut être utilisée. Donc, premièrement, c'est de poser la question au chirurgien, est-ce que mon cas serait possible à faire en chirurgie endovasculaire, en chirurgie ouverte, puis d'avoir cette discussion-là avec lui. Ensuite, ce qu'il faut évaluer, c'est les facteurs de risque là, associés à la chirurgie. Comme je vous ai dit, là, le fait d'avoir certaines maladies, de prendre certains médicaments, peut augmenter le risque cardiaque et pulmonaire. Donc, le chirurgien, avec votre dossier, là, va voir si les maladies que vous pouvez avoir affectent ce risque-là, puis il va pouvoir l'évaluer, dire il y a à peu près tant de chances qu'il y ait une complication cardiaque, tant de chances qu'il y ait une complication pulmonaire. Donc, rendu là, c'est de voir lesquelles des interventions sont les plus risquées, lesquelles sont les plus sécuritaires. Puis ensuite, c'est de voir les bénéfices apportés par chacune des interventions. Donc, on sait qu'une telle intervention va être durable dans le temps versus une telle intervention qui peut être plus courte, plus à risque de reboucher, de ne pas fonctionner. Là. Fait c'est vraiment d'avoir cette discussion-là avec le chirurgien puis d'évaluer là, les risques de chaque intervention versus les bénéfices qu'ils peuvent apporter. Merci. Comme tu dis, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment se référer à son professionnel de la santé.
dans l'éventualité, finalement, l'intervention endovasculaire ou encore la chirurgie ouverte, par exemple, le patient s'en va vers là en consultation avec son professionnel. Qu'est-ce que le patient peut s'attendre un peu comme comment ça va se dérouler? Oui, donc premièrement, si je commence plus avec la chirurgie endovasculaire, ça c'est fait soit dans le département d'angiographiie là, avec les radiologistes qui sont spécialisés en intervention. Ça peut être aussi fait au bloc opératoire là, avec le chirurgien vasculaire qui peut être en train de collaborer ou non là, avec le radiologiste spécialisé en intervention. Ces interventions-là ne sont généralement pas faites sous anesthésie générale endormie, c'est plutôt fait sous anesthésie locale. Alors, l'endroit qui va être choisi là, comme accès, donc comme je disais, soit dans les aines, soit dans les bras, va être gelé là, avec une piqûre. Puis après, on trouve l'accès là, en piquant pour aller trouver l'artère. Donc, généralement, ces procédures-là, même si elles sont éveillées, ne sont pas vraiment douloureuses étant donné qu'il y a de l'analgésie qui est faite. Puis là, après, ça peut durer comme ça peut durer 30 minutes ou plusieurs heures, dépendamment de l'intervention qui doit être faite. Le seul moment où il peut y avoir un peu de douleur, c'est comme quand je vous ai montré que les ballons pouvaient être gonflés dans l'artère. Des fois, ça fait un petit peu de douleur qui part dès qu'on dégonfle le ballon. Donc, c'est très bien toléré d'habitude. Pour ce qui est de la chirurgie ouverte, ça va être fait au bloc opératoire par le chirurgien vasculaire. Puis là, dépendamment des médicaments qui sont pris et de l'intervention, ça peut être soit fait sous anesthésie générale, donc endormi, ou ça peut aussi être fait là, sous anesthésie qu'on appelle régionale, avec une piqûre là, dans le dos, là où passe la moelle épinière. On va injecter de l'analgésie. Puis ça fait en sorte là, que le patient ne va pas sentir le bas de son corps. Donc, il va pouvoir être opéré, éveillé, mais toujours sans douleur. Merci. Bien, je vois aussi que ces interventions-là, c'est pas banal, c'est quand même des grosses procédures. Un patient qui a subi tout ça, il se dit, ben, je veux pas que ça revienne. Alors, c'est quoi les conseils que tu aurais pour eux pour que finalement éviter une récidive de la MAP suite à l'intervention? Effectivement, quand on va, par exemple, déboucher l'artère avec le ballon en endovasculaire, il faut s'attendre à ce que si on débouche, ça puisse revenir, la maladie puisse revenir et reboucher l'artère. Même chose pour les pontages, qui sont les voies de contournement. Là, si on crée cette voie-là, elle peut quand même boucher elle aussi. Donc, ce qui est important de faire après avoir eu une intervention, c'est de faire les traitements pour changer ses habitudes de vie ou prendre les médicaments là, dont je vous ai parlé. Après une intervention, ce que je recommande à tous les patients, c'est de se remettre à marcher le plus rapidement possible. Si à cause de la douleur qui était présente là, dans l'activité physique avant l'intervention, le patient avait diminué ses activités, ne sortait plus beaucoup de chez lui, par exemple, parce qu'il avait trop de douleur, je lui recommande là, de reprendre le plus rapidement possible une routine où il fait plus d'activité physique. Ça va être très important pour garder les artères ouvertes, les artères qui ont été débouchées ou les pontages. Ensuite, si ça n'a pas été fait avant l'intervention, je recommande à tout le monde d'essayer d'arrêter de fumer. Ça va être aussi là, un grand facteur qui va influencer les récidives de maladie. Puis après ces changements-là d'habitude de vie, ça va être de prendre les médicaments qui vont avoir été rajoutés par le médecin, entre autres là, les antiplaquettaires dont je vous ai parlé, puis les statines. Merci. Ben, je vois aussi, c'est ça, on revient avec ça, l'activité physique, super important. Alors, j'invite les gens à regarder finalement la vidéo qu'on a fait spécifiquement sur l'activité physique qui est vraiment importante. Alors, merci Xavier, merci Jean-Pascal pour ces belles présentations du guide et également des différentes interventions et médications pour traiter la MAP. C'est vraiment informatif. J'invite les gens qui nous écouteraient à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, également regarder nos autres vidéos sur YouTube à l'attention à la fois des patients, des professionnels de la santé et aussi à s'inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles en santé vasculaire. Alors, merci à vous deux. Bonne soirée.